Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui à une question qu'on m'a fait remonter parce que c'est quelque chose que j'ai abordé assez souvent dans différents cas de figure. J'ai d'ailleurs fait même un talk une fois sur une conf à ce sujet-là, en tout cas mettant en œuvre un petit peu ces éléments-là et voulant mettre en valeur ce genre de principe. C'est-à-dire que la question qui revient, c'est pourquoi on doit éviter d'avoir de multiples pipelines, ou d'avoir plus exactement un pipeline par microservice ou par service ou par applicatif. Alors attention, c'est pas valable dans tous les cas non plus, hein, c'est pas quelque chose qu'on peut généraliser à l'extrême, mais en tout cas, le but c'est de vous faire découvrir un petit peu pourquoi il faut éviter ça, et pour moi c'est quelque chose que j'ai découvert il y a maintenant quelques années, et du coup, ce principe-là est même valable, on va dire, d'un point de vue général, quand on crée de l'infra as code ou autre. Alors, on va prendre les choses un petit peu dans l'ordre. On va se faire un petit schéma également. Alors, donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par pipeline? Donc pipeline ou CI/CD. On peut généraliser un peu plus avec pipeline parce qu'il y a aussi les pipelines de data. Le principe reste dans les grandes lignes un petit peu le même, et je pense que beaucoup de gens ont intègrent en tout cas rapidement cette problématique là, mais tant qu'on n'a pas affaire à cette problématique, on s'en rend pas forcément compte. Alors donc un pipeline, qu'est-ce on va sous-entendre dans ce qu'est un pipeline? Donc on va se noter ça sur un coin. Nous on va prendre le cas de la CI/CD, on va pas prendre un pipeline de data. On va se dire un pipeline simple, c'est quoi? C'est grosso modo, on va faire du build de manière très générale, hein. Après il y a différentes étapes de build, le build applicatif, le build de Docker, peu importe. Là on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Si vous voulez rentrer dans les détails, allez voir la playlist Devenir DevOps, vous avez tout vraiment ultra détaillé. Et d'ailleurs c'est la deuxième saison. Là en fait c'est finalement quelque chose que je voulais aborder dans la deuxième saison de cette playlist où il y a 60 vidéos. Et puis enfin donc on a du test et le but ultime à la fin bien sûr c'est de déployer. Donc ça c'est le pipeline, on va dire un petit peu ultra théorique, hein, que l'on veut déployer dans beaucoup de sociétés et que l'on met en place dans beaucoup de sociétés. En parallèle de ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que beaucoup de sociétés vont vers du modèle à base de services ou de microservices. Donc on a des apps monolithes, etc., qui vont vers du microservice ou du service. Peu importe, je dirais, ce qu'il faut en retenir, c'est que généralement, on a du code qui va reposer sur un ou plusieurs langages, mais on va avoir généralement un langage pour le back-end, un langage pour le front-end, voire plus, bien sûr, mais l'idée, et clairement beaucoup d'entreprises rentrent dans cette démarche, c'est d'essayer de se cadrer un petit peu, de définir un périmètre sur les langages utilisés et essayer de capitaliser dessus. Dans certains cas figure, il y a certains langages sont mieux, dans d'autres cas moins bien, peu importe. Mais la conséquence de ces deux éléments, donc du pipeline CD et des applicatifs. Donc quand on rentre en mode microservice, généralement on va avoir pas mal de microservices et on va se retrouver avec, on va dire, des similarités. Alors que ce soit au niveau du code. Donc là, on a une des solutions, ça va être les libs, bien sûr. Et puis, on va avoir des similarités dans les déploiements. Et contrairement à ce que l'on pense, on va mettre dans le déploiement, dans les CI/CD, plus exactement, dans notre cas de figure. Et là encore, la solution, ça reste le principe de lib ou de fonction, quoi, on va dire. C'est valable également au-dessus, hein, lib ou fonction, peu importe. C'est le concept qui compte, c'est pas le terme en lui-même n'est pas très important, c'est le concept lui-même de la fonction ou de la lib qui est important à appréhender dans ce que l'on veut aborder là. Donc en gros, voilà les moyens de réponse que l'on a à ces problématiques-là. Et contrairement à ce que l'on pense, que l'on déploie du Go ou du Python, eh bien finalement, un pipeline va se ressembler très généralement, c'est-à-dire qu'on va retrouver toujours des étapes de build avec des variations internes, des étapes de test,
avec effectivement aussi des variations internes. On va pas toujours utiliser les mêmes outils, en tout cas pas les mêmes configurations non plus. Et puis le déploiement, il va varier bien sûr un peu également, parce qu'on va pas installer le même langage, et malgré tout, on va quand même installer un langage, donc ça reste une fonction unique, c'est-à-dire j'installe un langage, je teste, et je build une image Docker, peu importe. Après, il y a les spécificités liées à l'applicatif qui va être son code, bien sûr, mais il faut bien se dire, voilà, d'une manière générale, le pipeline reste avec la même approche. Donc si on devait généraliser un pipeline pour une application donnée, qu'on va dire en tout cas de manière très triviale, alors on va se faire des cubes plutôt que ça. Hop, voilà. On va se faire un cube comme ça. Et on va avoir donc du code. Hop là, non, code, ici. Donc on va essayer de le faire pas trop gros, voilà. Et on va le remplir de une petite couleur, voilà, comme ça. Donc on va avoir du code, on va avoir le build de ce code. Hop, voilà, comme ceci. On va retrouver la partie push, généralement, donc à la fin, et voire même on va avoir donc on va avoir différentes étapes de build éventuellement. Donc on va avoir on va avoir le push du code, on va avoir le build de l'image Docker, on va avoir le push de l'image Docker, on va retrouver ensuite à la fin un déploiement. Dedans on va pouvoir potentiellement y intégrer, donc on va faire nos petites flèches qui vont être là, voilà, toc, toc. Je fais ça très grossièrement, même dans les principes, tout peut se discuter dans le détail bien sûr, mais là le but c'est pas de voir le détail, c'est de comprendre l'intérêt de ne pas avoir de pipeline défini au niveau applicatif, mais de l'avoir défini d'un point de vue général, en tout cas essayer de se limiter sur le nom. Donc derrière, on va pouvoir intégrer aussi bien sûr dans ces étapes-là des étapes de test. Donc c'est-à-dire ici par exemple on va avoir du code quality. Hop là. Après on va dire c'est plus ou moins variable complètement, soit en fonction du code, soit en fonction des pratiques de la société. On va avoir éventuellement sur le push, donc on était sur le build de l'image Docker ici, on va retrouver ici des tests éventuellement de sécu par exemple. Et puis on va avoir des tests une fois le déploiement réalisé, on va avoir des tests fonctionnels, etc. Donc divers tests, on va en avoir. Donc là, qu'est-ce qui se passe si j'ai un applicatif, j'ai ce modèle-là. Derrière, bien sûr, si on est dans une infra microservice, ce modèle-là, on va l'avoir, je sais pas, 30, 40, 100 fois, 200 fois, 1000 fois, etc. Donc il y a des sociétés qui en ont vraiment beaucoup. L'inconvénient, donc du coup, c'est qu'on va se retrouver avec un cas de figure où on va avoir ça, et puis on va le démultiplier, et le démultiplier, ainsi de suite, comme ceci. À savoir qu'en plus, ce principe-là, qu'est-ce que cela veut dire? Donc on en a X fois le nombre d'applicatifs, et encore au sein de chaque applicatif, on va avoir différentes branches. Donc si on met quelques mots en tout cas quelques technos que l'on connaît, cet élément-là, cet ensemble-là, qui est là, hop, voilà, on va le faire comme ceci, cet ensemble, c'est quoi? Généralement, c'est un fichier qui peut être de différents modes, suivant les technos que l'on va utiliser. Ça peut être par exemple un Jenkins file, ça peut être un GitLab CI.yml, donc avec le petit point pour ceux qui vont vouloir me reprendre dessus, pas de problème. Ça peut être, si on est dans Cube, je dirais que ce niveau de détail, alors bien sûr ça va être une combinaison d'outils tels que Flux ou Argo, on va dire Flux dans notre cas de figure, mais principalement on va dire un gros travail de factorisation se fait au niveau de Helm, également au niveau de Cube. Donc derrière, voilà, peu importe, il y en a plein d'autres. Donc on va se retrouver avec ça, et ça va être un fichier. Donc on va démultiplier ça par 30 fois, et potentiellement, on va dire on a 30 microservices, donc on a 30 fois, si on a 3 environnements, dev,
pré-prod et prod, mettons, eh ben on va se retrouver avec 90 fois finalement le fichier quelque part. Et ça veut dire que si on veut le faire évoluer, donc admettons que du jour au lendemain, je me dis tiens, je veux rajouter à cette étape-là une notification Slack. Un truc vraiment qui prend que quelques lignes, admettons quoi. Ici, je vais dire tiens, je veux une notif Slack. Puis dans cette notif Slack, je veux un truc particulier. Éventuellement, voilà, je sais que je vais avoir plusieurs versions de cette évolution d'intégration. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, très simplement, on va aller modifier le fichier. On va prendre tous les environnements de dev. On va quand même tester tout ça en dev. Donc on va se taper 30 fois la mise à jour de ce fichier, Jenkins file par exemple, en dev. À chaque fois, on va rebuilder, à chaque fois, on va redéployer, si on suit la logique complète. Ce qui n'est pas un souci en soi de redéployer. Mais on va se taper 30 fois cet élément-là. Ensuite, on va merger donc dev dans... donc peu importe la méthode, hein, on va merger dev dans pré-prod. Donc on va se retaper 30 fois cet élément-là. Et ensuite, on va faire quelque chose qui quand même n'est pas très... alors c'est pas que c'est pas rassurant, mais on va dire jouer avec la prod, on évite. On va refaire la même chose, on va merger donc pré-prod dans prod, et éventuellement avec des cycles quand même de validation qui sont nécessaires, plus ou moins poussés suivant les sociétés. Et donc derrière, on va se retrouver avec 30 fois nouveau. Ça veut dire qu'on a 90 déploiements qu'on va avoir réalisés pour intégrer juste, non pas le fait qu'on utilise Slack, mais juste le fait d'intégrer qu'on modifie notre circuit de déploiement. Donc ça, c'est la problématique qui est majeure, c'est-à-dire que demain, si je veux faire une modification, donc rajouter un élément dans mon Slack, éventuellement dans ma notif Slack, je veux changer une virgule, je veux mettre un émoticône ou une emoji ou peu importe ce qu'on veut, ça veut dire que je vais donc d'une part redéployer 90 fois, admettons, mais je vais modifier 90 fois ce fichier. Et donc ça, c'est quand même pas très recevable de nos jours. Et on va même dire, personnellement, quand j'en suis arrivé à ce stade-là, quand j'ai fait cette erreur-là, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que j'ai fait, c'est pas du DevOps en fait. Même si j'ai fait un pipeline de CI/CD, celui qui dans une société met en place cette chose-là, s'il n'a pas fait ce travail de factorisation et si celui-ci est nécessaire, attention, il n'est pas toujours nécessaire, il est passé à côté de son job, à mon sens. Donc là, on en arrive au stade où on se dit, tiens, donc ça c'est la saison 2 hein, finalement de devenir DevOps, hein, cette playlist que je n'ai pas encore faite bien sûr, c'est de se dire, finalement on va avoir une approche un petit peu plus poussée, et on va se dire, on va factoriser. Donc on va factoriser puisqu'on a dit ici que les similarités en matière de CI/CD, on va considérer ça comme une espèce de fonction. Donc là, plutôt que d'avoir un fichier unique, on va malgré tout conserver donc ce fichier, peu importe lequel, hein, là je vais le mettre ici, mais ce fichier, ce qu'on va faire, hop, on va se le mettre comme ceci, c'est qu'on va le découper en deux. Donc il va être défini en deux parties, et on va avoir une partie qui va rester dans le dépôt de code, ça c'est nécessaire, le dépôt de code doit savoir quel est l'élément qui va permettre le déploiement du code. Donc on va avoir un fichier de dépôt au niveau du dépôt de code, et ce fichier au niveau du dépôt de code, si on veut faire un travail de factorisation et de mise en place d'une fonction, que notre pipeline soit une fonction, eh bien, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir au maximum, il va falloir essayer de le variabiliser. Donc le but, c'est qu'il ne contienne, dans le monde des bisounours, qu'il ne contienne que des variables. Donc que des variables, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il va falloir qu'il contienne vraiment donc quelques exemples d'approche. Si par exemple j'ai un pipeline, que je cherche à avoir un pipeline unique et qui va faire du Python, et en même temps il va servir également à builder du Go par exemple, eh bien il va falloir que je factorise et que je dise dans mes variables, eh bien ce langage là c'est du Go. Alors éventuellement on peut le retrouver, le pipeline il est pas idiot non plus, on va pouvoir lui apporter de l'intelligence en lui faisant découvrir par exemple le langage qu'il y a dedans, mais si éventuellement je veux faire rapide au début, je vais pouvoir dire, ben voilà,
Ça c'est du Go version temps, ça c'est du Python version temps, et derrière on va avoir une fonction, une lib, et là ça va être un autre dépôt. On va avoir un dépôt désormais de notre CI/CD. Et ce dépôt de CI/CD, c'est lui qui va contenir notre fonction, finalement. Et ce dépôt, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer les variables ici. Donc on va avoir différents types de variables. Je vais pas les écrire, mais vraiment ça peut être. Donc par exemple, ça peut être l'utilisation. Est-ce que c'est dockerisé? Est-ce que c'est le langage en question? Les tests qu'on va réaliser, etc., etc. Il y en a vraiment beaucoup. Comme ça, on ne peut pas s'arrêter comme ça. Derrière donc ces variables, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va, même dans cette variable ici, on va définir la lib, la CI/CD que l'on va appeler. Donc le but étant d'en avoir une seule. Donc si on en a une seule, on pourra même se passer d'appeler cette lib en particulier sous forme de variable. On pourra le faire de manière générique. Mais derrière, donc du coup, on va passer ces variables. Et le but de cette fonction, ça va être de traiter le déploiement. De traiter la CI/CD, c'est une CI/CD en fonction, donc elle va prendre en input donc les variables. On va dire les variables qui vont être prises dans la CI/CD. Et donc ces variables prises, alors ça on va le supprimer, voilà, dans la CI/CD, intégrées dans la CI/CD, c'est quoi? Donc du coup on a un dépôt spécifique et ça va être des conditions. Qui vont être de dire, voilà, par exemple, si on démarre au niveau du code, ça va être de découvrir le langage en question, à partir soit des variables, soit à partir directement du contenu du dépôt en question, et de se dire, voilà, je vais faire du pip, ou je vais faire un go build, ou je vais faire n'importe quoi, enfin bon, peu importe, ou je vais utiliser du Maven, etc., et je vais m'adapter. Ensuite, je vais avoir une autre étape. Peut-être que dans certains cas de figure, je vais pusher directement vers je sais pas, artefact dans tous les cas de figure, et puis dans la suite, comme je disais, j'ai un build de Docker. Mais si éventuellement j'ai certains cas où je déploie ou je ne déploie pas sur du Docker, peut-être que je ne veux pas pusher et builder une image Docker. Donc dans ce cas-là, je vais avoir une variable qui va dire Docker true, Docker image true, et puis si je suis à true à ce moment-là, je vais pousser vers la CI, vers la registry Docker, ou sinon je vais faire un false. Idem, je vais pouvoir dire si admettons je suis sur plusieurs cloud providers, je vais utiliser des registries qui potentiellement peuvent être différents et stockés à différents endroits. Je vais pouvoir dire, voilà, dans une variable, cloud provider GCP, cloud provider AWS, et puis je vais pousser vers des registries qui vont être adaptées à chacun de mes cas de figure. Et idem, comme ça, de bout en bout, jusqu'au déploiement, jusqu'au test également. Voilà, on va pouvoir dire, là, je teste du Python, je fais du code quality, par exemple, sur du Python, ou je fais du code quality sur autre chose, encore que les outils de code quality s'adaptent relativement bien, mais je vais pouvoir vraiment adapter les choses de bout en bout. Jusqu'à m'adapter et dire, ça, c'est du front-end, ça, c'est du back-end, sur du front-end, je fais telle et telle chose, sur du back-end, je fais telle et telle chose. Et là, donc, il faut vraiment passer ce cap, et c'est quelque chose qui est très, très important. Ça va vraiment permettre de passer un cap au-dessus et de se dire, j'essaye de limiter le nombre de pipelines. Et en faisant ce travail-là, quand je vais avoir une modification, par exemple, de mon Slack en question, au lieu de modifier 90 fois le fichier Jenkins file, alors on va le modifier réellement une fois en dev, mais ensuite ça sera que des merges. Là, dans mon cas de figure, une fois que je vais avoir factorisé cette CI/CD, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien finalement, je vais pouvoir modifier uniquement à un seul endroit dans mon dépôt de CI/CD, dans cette fonction qui est unique, ou en tout cas on évite d'en avoir beaucoup. Je vais aller faire ma modification une seule fois, et une seule fois avec différentes branches. Et donc du coup, je vais le faire une seule fois, et ça va me permettre ensuite de prendre en compte dans les nouveaux déploiements en dev, en pré-prod ou en prod, cet élément-là de manière récursive, qu'on va dire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors attention, il y a une contrepartie malgré tout à ça, c'est que si on ne veut pas faire d'erreur, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir besoin de faire une chose importante, et qui est vraiment très très importante, c'est le versionning de cette CI/CD. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va peut-être, si on modifie cette CI/CD, alors de manière plus ou moins, de manière variable,
soit elle va être prise en compte qu'au nouveau déploiement, du coup les impacts peuvent être relativement limités, soit elle va déclencher de nouveaux déploiements. Là par exemple si on est en mode GitOps, en mode pool, on va déclencher de nouveaux déploiements par exemple. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? On risque de tout casser si éventuellement on a mal développé les choses, etc. Et donc une bonne approche pour ça, c'est de se dire, eh bien on va fonctionner en versionning aussi pour notre dépôt de CI/CD. Donc on va créer des numéros de version et on va faire en sorte que éventuellement au niveau des fichiers de code, on aille taper sur la dernière version, ou en tout cas faire un switch, ou en tout cas permettre de tester cette nouvelle version avant même de la déployer sur l'intégralité. Ça c'est le but du versionning, et ça c'est quelque chose qui est très très pratique. Alors attention, parce qu'on peut retomber dans le travers rapide de se dire je vais avoir quand même tous ces fichiers de code à modifier, tous les Jenkins files, parce que si j'intègre ici dans mon fichier de variables, qui est celui qui est dans le dépôt de code, la version de ma CI/CD, ça veut dire que je vais une fois de plus être obligé de le modifier partout. Le gros avantage malgré tout, c'est que du coup, je vais effectivement le modifier partout, je vais ne modifier qu'une seule chose, c'est-à-dire le versionning. Alors que de l'autre sens, c'est vraiment, quand j'étais dans mon cas de figure au tout début, dans ce Jenkins file, eh bien j'ai vraiment du code vraiment velu, quoi, on va dire beaucoup de choses. Si je fais ces modifications-là, dépôt par dépôt, là j'ai vraiment des risques d'erreur majeures. Là, si c'est simplement switcher de version, si on utilise du same version, je rajoute un point 2 ou quelque chose comme ça, ça va être beaucoup plus simple à faire et beaucoup plus agréable à réaliser. Et éventuellement, c'est un travail qui pourrait être du coup déporté vers d'autres profils de personnes et laisser de l'autonomie aux développeurs sur cette partie-ci. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important, c'est qu'on n'a pas abouti ce process-là tant qu'on n'a pas réalisé le versionning de notre dépôt de CI/CD. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire et rédhibitoire au risque de créer des erreurs. Et ça, c'est vraiment hyper important quand on est en GitOps, surtout en mode pool, c'est-à-dire que on a un déclenchement qui se fait à partir d'une modification directement sur le dépôt et pas en mode push où finalement c'est soit un système automatisé, soit nous-mêmes à la main qui poussons la modification. Et bien là c'est quelque chose qui est très très important parce que sinon du coup on peut avoir un phénomène en cascade où on va casser toutes les chaînes de déploiement de tous les côtés. Voilà, donc c'est quelque chose qui me semblait assez important à avoir en tête. Moi, c'est une problématique que j'ai rencontrée il y a 4 ans à peu près, 3-4 ans maintenant, oui 4 ans, oui facile. Et ça m'a fait ouvrir les yeux vraiment sur cet aspect de factorisation. C'est pas uniquement valable au CI/CD. Si vous avez des pipelines de process de data, exactement le même principe, c'est-à-dire essayer de factoriser ce pipeline de process pour pouvoir l'utiliser dans différents cas de figure. Si vous faites de l'infra as code strictement, c'est-à-dire là on peut considérer qu'on touche à de l'infra as code d'ailleurs, notamment au niveau du déploiement, parce qu'on peut très bien créer des bases de données, etc. Au niveau de l'étape de déploiement du code, ça j'y reviendrai, mais je vois beaucoup de gens qui s'intéressent un petit peu moins à ces aspects-là au moment de la CI/CD, mais il y a un intérêt à doubler même presque les choses. Je vous expliquerai pourquoi. Derrière, donc c'est quelque chose qui est aussi utilisable, par exemple quand on va faire du déploiement d'infra as code, que ce soit sur du réseau, de l'infrastructure cloud, de l'infrastructure sur du on-prem, etc. C'est nécessaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été relativement claire. Le but c'est de passer, on a plein de microservices. On évite d'avoir un pipeline pour chacun des microservices parce que maintenir c'est vraiment strictement ingérable, donc du coup on crée un pipeline unique. Alors la contrepartie, une autre des contreparties aussi également, c'est que rapidement cette fonction qui est la CI/CD, qui est unique avec un dépôt, il faut en avoir une connaissance et ça devient un code vraiment à proprement dit, c'est une application finalement de déploiement dans son ensemble, et du coup ça veut dire une connaissance, un suivi de connaissances et travailler comme si finalement c'était un service quelconque, c'est-à-dire avec les mêmes méthodes de développement, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne ou vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao!